Bonjour à toutes et à tous. Il y a du monde, ça y est, je vous vois. Bienvenue à ce webinaire. Alors, je me présente, je suis Laurie Passini, c'est moi qui vais animer ce webinaire et en coulisses, vous retrouvez donc Flore Bridard qui pourra répondre à toutes vos questions. J'attends quelques minutes que tout le monde puisse nous rejoindre et ensuite on démarre. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour vous présenter, savoir qui vous êtes en tant que professionnel ou en tant que membre de la famille d'une personne avec un TSA ou personne qui présente un TSA. Et n'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous attendez de ce webinaire, si vous aviez ce qui vous intéresse dans ces éléments que nous allons vous présenter. Donc, je vois que nous avons des psychomotriciens. Ah, bonjour Armand, un psychologue avec qui je travaille. Oriane, que je reconnais aussi pour avoir travaillé avec elle. Des éducatrices spécialisées. Donc, on a vraiment une représentation de presque tous les métiers de l'équipe médico-sociale. Donc, n'hésitez pas tout au long de ce webinaire à poser vos questions dans le chat. Donc, Flore pourra répondre à certaines de ces questions. Ensuite, on aura des pauses à certains moments pour que je puisse répondre aussi à vos questions et échanger avec vous. C'est vraiment un moment d'échange pour vous partager les recherches que j'ai pu effectuer sur ces éléments, mais aussi pour avoir vos retours, pour pouvoir approfondir sur certaines de ces notions. Nous essayerons donc de répondre à toutes vos questions. Si jamais certaines questions ne pourront pas être répondues, je prendrai le temps de vous répondre par mail. Nous avons vos adresses mail et nous ferons également une synthèse de ce webinaire avec tous les éléments et tous les échanges que nous aurons eus. On se lance donc, il est 13h06 pour ce webinaire. Je suis Laurie Bassini, je suis psychologue clinicienne et je réalise également une thèse sur les interactions des personnes avec un TSA, donc un trouble du spectre autistique, sans déficience intellectuelle, et leurs accompagnants, que ce soit des professionnels ou des membres de leur famille, dans des moments de situation naturelle, pour comprendre quelles sont leurs compétences en communication et qu'on puisse trouver des adaptations à nos propres méthodes en tant que neurotypiques pour communiquer de façon la plus adaptée. Pour cela, je réalise ma thèse en CIFRE, donc au sein d'une entreprise, chez Juggle, où je travaille en tant qu'ingénieur R&D. Donc, mon travail chez Juggle, c'est vraiment de faire la plus vaste revue de toutes les méthodes d'accompagnement, toutes les méthodes de rééducation et d'éducation qui existent dans les différents domaines du médico-social, mais aussi dans les milieux ordinaires, comme à l'école, pour pouvoir faire la plus vaste modélisation du développement de l'être humain. Au fur et à mesure de mes recherches que j'ai effectuées, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'évaluations qui étaient réalisées auprès d'aptitudes, donc c'est-à-dire ce qui nous permet de réaliser certaines actions, comme par exemple de boire dans un verre, mais toutes ces aptitudes sont sous-tendues par des compétences. Donc là, on aura les compétences de mémoire procédurale, par exemple, qui peuvent parler aux psychologues, mais aussi de motricité, de praxie, qui vont parler plus aux psychomotriciens. Dans toutes les recherches que j'ai effectuées, au niveau surtout de la pédagogie, quelque chose d'essentiel qui émergeait dans le développement, c'était la zone proximale de développement. C'est pour ça que je me suis dit qu'il manquait quelque chose dans l'accompagnement médico-social et même dans tout ce qui avait trait au TSA, parce qu'on ne parlait pas de cette ZPD, qui permet pourtant de pouvoir assurer les bonnes aptitudes, le bon travail au bon moment pour ces personnes-là. C'est pourquoi j'ai orienté toutes mes recherches autour de cet élément et que je vous le présente aujourd'hui. D'abord, on va donc parler des errances thérapeutiques qui peuvent être aussi en lien avec l'errance diagnostique, pour ensuite vous expliquer comment la ZPD, cette zone proximale de développement, peut venir en aide à ces errances-là. On parle souvent d'errance diagnostique, qui va correspondre à la période au cours de laquelle un patient attend son diagnostic.
Dans les troubles du développement, l'attente de diagnostic va pouvoir ralentir la prise en charge ou l'accès à des méthodes précises, dédiées à des troubles particuliers. Les errances thérapeutiques, qui sont différentes, vont désigner tous ces moments où on va avoir des difficultés dans la prise en charge ou dans l'accompagnement de ces troubles particuliers. Ils peuvent être en lien, parce qu'une errance diagnostique va pouvoir augmenter ces errances thérapeutiques. Tant que le diagnostic n'est pas posé, il peut être complexe de définir les approches ou les procédures par lesquelles on va accompagner la personne. Mais même sans cette errance diagnostique, même avec un diagnostic, ces errances thérapeutiques vont se retrouver. Même s'il y a, même sans diagnostic d'ailleurs, une prise en charge va toujours être existante. Beaucoup d'entre vous accompagnent des enfants ou des personnes adultes, des adolescents, sans que un diagnostic soit posé. Vous allez centrer votre prise en charge sur certains symptômes, certains retards observés, en utilisant votre expertise et en ciblant certaines compétences. Donc, on a vraiment des errances diagnostiques d'un côté, des errances thérapeutiques de l'autre, qui peuvent plus ou moins influer les unes sur les autres. On peut définir donc ces errances thérapeutiques comme des allers-retours ou des tâtonnements qui peuvent exister dans la prise en charge et l'accompagnement. C'est une étape que tout le monde peut rencontrer. C'est une phase, une étape où on va évaluer pour ajuster, pour adapter nos objectifs et la procédure que l'on va mettre en place. Même si c'est une étape qui parfois est nécessaire, il est important qu'elle soit courte, car plus elle va s'étendre, plus on va retarder aussi le développement et amener à la fois pour les professionnels un sentiment de non-efficacité, mais aussi parfois des surhandicaps pour les personnes accompagnées. Les errances, elles vont apparaître dès les premiers signes cliniques. L'errance diagnostique va se terminer dès que le diagnostic sera posé. Les errances thérapeutiques, elles peuvent ne pas exister si le soin est adapté directement à ces signes cliniques, ou elles peuvent apparaître ensuite, lorsque des développements de compétences sont très hétérogènes et qu'on ne sait plus exactement si l'objectif qu'on s'était ciblé correspond bien au niveau de développement de la personne. On peut citer le professeur Marion Leboyer qui explique aussi que les errances thérapeutiques peuvent amener à un retard diagnostique. En prenant en charge d'une certaine façon une personne, on va pouvoir peut-être exprimer et renforcer certaines compétences quand d'autres vont diminuer, et ce qui va amener, surtout lorsqu'il y a des diagnostics différentiels, des difficultés à poser justement ce bon diagnostic. Dans les troubles du neurodéveloppement, les TSA, les troubles du spectre autistique notamment, on a toujours cette période aussi de diagnostic différentiel, avec les différents troubles qui peuvent exister, si ce sont des troubles qui viennent d'une déficience génétique, ou si c'est un trouble qui vient vraiment d'un point de vue neurologique. Donc, ces errances diagnostiques peuvent vraiment impacter également le diagnostic et ces errances thérapeutiques, peuvent également impacter le diagnostic et l'accompagnement. Vous allez, en tant que professionnel, réaliser des bilans qui seront spécifiques à votre métier, qui peuvent être très longs et très complexes. C'est là aussi que les transmissions sont très importantes. On peut retrouver des errances thérapeutiques parce qu'au niveau de ces transmissions, le langage n'est pas le même ou vous abordez par un prisme différent. Chaque professionnel qui passe par ce prisme différent est aussi important que les autres. Chaque professionnel est expert dans le domaine du développement. Il va pouvoir évaluer, mettre en place un programme d'éducation, de rééducation, et qui peuvent venir modifier la compréhension de la situation. Je rebondis sur ce que Marie-Annick nous dit, les comorbidités aussi, qui peuvent être prises isolément et non rassemblées dans la recherche diagnostique. En effet, c'est ce qui va aussi augmenter ces errances. On peut retrouver dans les errances thérapeutiques également, parce que si on va travailler sur une comorbidité sans la rattacher aux autres, à nouveau, on augmente ces difficultés. C'est là toute l'importance de cette communication des professionnels. Je ne vous l'apprends pas, vous le faites déjà tous dans votre métier. C'est-à-dire que d'amener cette nouvelle vision par votre prisme à un autre professionnel peut éclairer la situation.
Par exemple, si vous avez une personne que vous accompagnez avec un travail autour des émotions, le psychologue va avoir une approche qui sera plus orientée sur la reconnaissance des émotions, sur l'expression verbale ou l'adaptation sociale. Et il peut repérer que dans ces différents champs de compétences, par exemple, c'est l'adaptation sociale qui va poser problème. Le psychomotricien, qui lui peut avoir une approche plus corporelle, autour du vécu corporel, de la tonicité, lui va se rendre compte que la personne est peut-être hypertonique et qu'elle a besoin de relaxation. Ce travail entre psychomote et psychologue va venir justement alimenter cette prise en charge. C'est-à-dire que, par exemple, pour la relaxation, le psychomote va devoir passer par des autres méthodes d'interaction pour amener la personne à se relaxer. De l'autre côté, le psychologue qui travaillera sur cette adaptation sociale avec des interactions pourra repérer des éléments de tonicité qui montrent que la personne n'est pas prête à entrer dans l'interaction. Plus vous communiquez, vous avez dû déjà bien vous en rendre compte, plus les transmissions et la coordination s'effectuent et plus vous allez vite dans la prise en charge thérapeutique. C'est pourquoi l'équipe pluridisciplinaire est centrale pour construire des parcours pour les patients dans un contexte qui peut parfois être difficile quand vous n'êtes pas dans le même établissement, quand vous avez un temps qui est limité également. Et tous ces bilans spécifiques dont je parlais avant, qui sont essentiels pour comprendre la personne dans sa globalité, qui peuvent être plus complexes à expliquer aux différents professionnels si vous ne parlez pas le même langage, par exemple. C'est pourquoi nous raccrochons, nous verrons par la suite, à cette brique commune qui est la compétence, qui parle à tous. Cette coopération entre professionnels va également induire des avancées dans votre prise en charge. Cette coordination, cette collaboration, elle est vraiment essentielle et elle peut être elles peuvent être favorisées par différents outils numériques qui permettront l'échange et le partage d'informations. De la même manière que je vous donnais l'exemple entre le psychologue et le psychomotricien, pour, par exemple, l'orthophoniste qui serait en train de travailler aussi sur des mouvements praxiques dans l'écriture ou vraiment dans la prise en main d'objets spécifiques, le psychomotricien pourra dire à l'orthophoniste s'il y a un problème, par exemple au niveau tonico-émotionnel, à mettre en place, à remettre en lien avec la tonicité musculaire qui peut avoir un impact dans les apprentissages et les exercices à proposer. Typiquement, si l'orthophoniste veut travailler des exercices à table posés avec un papier stylo, le psychomote peut expliquer que des pauses peuvent être nécessaires dès que la communication non verbale de la personne montre qu'il y a de la tension dans son corps. Cette tension-là va pouvoir venir impacter ses capacités et ses compétences motrices et donc ses compétences d'apprentissage que l'orthophoniste veut mettre en place. Quels enjeux pour l'autisme? Dans tout ce que je vous ai expliqué, on peut le remettre en lien avec les recommandations de la HAS qui expliquent vraiment que ces interventions doivent être précoces, mais surtout personnalisées, donc définies en fonction d'une évaluation initiale de l'enfant et constamment réévaluées et adaptées en fonction de son évolution. Elles doivent être également individualisées, c'est-à-dire vraiment un accompagnement pour l'enfant précisément. Pour arriver à ce niveau d'efficacité de ces interventions, c'est bien par l'équipe pluridisciplinaire et toute l'expertise des différents professionnels, par les différents bilans, par la communication entre eux, que nous pourrons arriver à ce niveau de précision et d'adaptation. Pour sortir de l'errance thérapeutique, pour pouvoir faire la part des choses également, on peut s'appuyer pour cela sur la ZPD, la zone proximale de développement. Vous allez pouvoir voir que c'est des choses que vous faites peut-être déjà naturellement entre vous. La spécificité de chacun a donc de l'importance. La zone proximale de développement, elle va venir impliquer justement l'expertise des professionnels, mais aussi la famille,
pour savoir exactement où en est la personne et apporter le programme d'accompagnement le plus adapté. La zone proximale de développement, donc, elle considère qu'il y a une priorité, donc ce sont les apprentissages. Ça vient du psychologue socio-constructiviste Vygotsky. Le socio-constructivisme, il va défendre l'idée que l'individu construit ses connaissances par l'expérimentation et la découverte. Elle peut passer d'abord par un contexte social, parce que la zone proximale de développement, elle se place justement entre ce que je ne peux pas faire, même si je suis aidée, et ce que je peux faire sans aide. C'est-à-dire que si j'ai les compétences pour réaliser l'aptitude, mais que ces compétences ne sont pas encore complètement développées, j'ai encore besoin d'être accompagnée pour pouvoir réaliser ces exercices, cette activité, mettre en place ces compétences. C'est tout l'accompagnement là des adultes, des professionnels, des pairs aussi, qui vont pouvoir amener l'enfant ou l'adulte à développer ses compétences dans cette zone proximale de développement pour devenir complètement autonome et donc réussir à le faire sans aide. Pour définir cette zone proximale de développement, qui va être essentielle, parce qu'elle pourra, à ce moment-là, vous pourrez proposer des exercices ou des thérapies à la personne qui seront vraiment accessibles, parce qu'il aura toutes les bases, et qui ne sera ni trop facile pour ne pas qu'il s'ennuie, ni trop difficile pour qu'il se décourage. Elle est au plus proche de ses capacités actuelles, mais également donc de ses potentiels, tout ce qu'il va pouvoir développer, dans une perspective qui va être d'autonomie et de développement. Elle est précisée et délimitée. C'est vraiment grâce à une évaluation pluridisciplinaire et les observations de la famille et de la personne qu'on va pouvoir la délimiter. On sait ce que la personne peut faire aujourd'hui, on sait où on veut l'emmener et où on peut l'emmener, grâce aux objectifs qui vont être définis avec la famille et l'équipe. Cette zone proximale de développement, elle évolue. On va devoir la remettre à jour grâce aux observations de toute l'équipe et de l'environnement familial pour toujours continuer ce développement, ce processus et acquérir toutes les compétences. Dans cette zone aussi proximale de développement, on laisse la personne faire tout ce dont elle est capable, en soutenant ses actions, en l'accompagnant quand c'est nécessaire, mais surtout sans faire à sa place. C'est là où votre expertise aussi en tant que professionnel va être importante, c'est-à-dire qu'il faudra repérer les forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour continuer de développer cette autonomie et ces compétences, mais également savoir reconnaître quand il faut mettre en place un mécanisme de compensation pour ne pas limiter ce développement. Je regarde s'il y a des questions dans le chat. N'hésitez pas surtout. Oui, je vois qu'il y a eu une remarque au sujet de la transmission au niveau de la rétention d'informations. Je ne sais pas si c'est de la rétention d'informations par rapport à une peur que d'autres professionnels réalisent le travail de certains. Je sais que j'ai pu voir ça dans ma pratique, le fait de dire je ne veux pas que un éducateur fasse le travail qui m'est attribué en tant que psychologue ou que le psychomotricien fasse le travail qui m'est attribué en tant qu'orthophoniste. C'est là que c'est important aussi de travailler autour de la compétence, parce que chaque professionnel va pouvoir apporter sa propre expertise, et tout en gardant également son expertise. Plus on communique, c'est ça qui est dommage lorsqu'il y a des difficultés de transmission, c'est que plus on va communiquer, plus on va pouvoir montrer son domaine d'expertise, donner des pistes de travail à ses autres collègues et pouvoir toujours avancer. J'ai vu que quelqu'un était en train d'écrire, peut-être pour rebondir. Je laisse... Parfois, le jeune se saborde aussi de lui-même, ne montre pas ce dont il est capable. Tout à fait. C'est pour ça aussi qu'il est important de prendre en compte le contexte familial et de prendre en compte tous les moments d'échange des professionnels. Quand on réalise des évaluations ou des bilans, on est quand même dans une situation qui est très précise, qui est très stressante aussi pour la personne, qui peut justement se saborder ou
ou être empli d'angoisse et ne pas montrer à quel point il est capable. Le fait de pouvoir parler avec tous les professionnels, par exemple les éducateurs qui passent énormément de temps avec les jeunes, même les adultes, on peut parfois voir émerger des compétences qui n'ont pas été montrées dans ces bilans. C'est là où la transmission permet vraiment de partager ces informations. Mais en effet, oui, le protocole institutionnel de transmission peut aussi freiner cette communication. Il existe énormément d'outils pour pouvoir continuer à communiquer autour de ces éléments et essayer de parler le même langage entre nous permet également de faciliter ces échanges. Toute la difficulté de permettre aux jeunes de s'autoriser à essayer. En effet. De même, en reprenant cette brique commune qu'est la compétence, si tous les professionnels travaillent dans la même optique autour d'une même compétence, on peut finalement le laisser évoluer dans différentes situations pour voir quand est-ce qu'elle peut émerger également. Je vous présente donc un peu plus précisément l'approche par compétence, qui est notamment utilisée en pédagogie dans les écoles et qui va reprendre ces différents éléments que vous voyez à l'écran. Donc d'abord, cette brique commune qu'est la compétence dont je vous parlais et qui peut être travaillée de façon pluridisciplinaire. Cela va faire émerger des trajectoires de développement. Ne pas oublier que chaque personne va évoluer de différentes façons. Il est important d'avoir des repères théoriques pour comprendre le développement et certaines stratégies mises en place, mais il est important également d'avoir cette flexibilité qui permet de voir les différences qui existent chez les différentes personnes. Un exemple de motricité, le marcher à quatre pattes va stimuler les coordinations motrices de l'enfant, mais il ne va pas forcément passer par le quatre pattes pour marcher. En fonction du mode de déplacement le plus approprié pour lui, peut-être qu'il va continuer au sol, à ramper, à se mettre à quatre pattes, puis à se déplacer de cette façon, ou peut-être qu'une fois qu'il a rampé, il va se mettre debout tout de suite et marcher. Ces jalons et ces points critiques qu'on peut retrouver dans l'approche par compétence sont là pour justement montrer ou alerter lorsqu'il y a vraiment une nécessité de s'inquiéter pour mettre en place un accompagnement spécifique et ou compenser. Cependant, on peut passer ces jalons à différents moments et selon différents enchaînements. Je vois pour ce qui est ne reconnaissent pas le trouble du spectre autistique et ne veulent pas utiliser les outils facilitateurs pour ces jeunes. À nouveau, parler vraiment aussi, peut-être, est-ce que ce sont des moyens de compensation? Est-ce que ce sont des guidances? Ramener avec votre propre expertise, sans forcément parler de TSA. Quand on est dans tous les troubles du neurodéveloppement, et plus particulièrement aussi dans le trouble du spectre autistique, certains outils peuvent venir soutenir la compétence, et c'est bien vous qui pourrez expliquer par cette compétence que l'outil est nécessaire, que même si la personne sait, d'après ce que disent certains collègues, cet outil est là comme une béquille pour l'instant pour atteindre l'autonomie. La zone proximale de développement, elle va venir donc se définir en fonction d'objectifs précis qui vont permettre ensuite de savoir exactement sur quelle aptitude on va travailler. Savoir en fonction des compétences, enfin en fonction de ce que l'enfant ou de la personne a déjà acquis, de ce qui est en voie d'acquisition et de ce qui reste à travailler pour atteindre l'objectif, vous savez où orienter votre travail. Cette ZPD, elle va avoir un rôle de facilitateur dans la création de votre programme d'accompagnement. Ce programme d'accompagnement, il peut se faire en fonction des compétences. Quelle approche on va utiliser pour telle ou telle aptitude? Si une aptitude vient mobiliser de la motricité et également de la confiance en soi ou de la reconnaissance émotionnelle, le psychomote, la psychologue peuvent avoir un avis qui va sur le niveau de compétence et savoir quelle compétence va venir soutenir l'autre, laquelle doit être
mise en avant sur laquelle on va pouvoir s'appuyer. Ça permet de reconnaître les forces et les faiblesses de la personne. Vous allez pouvoir ainsi orienter plus facilement l'approche selon laquelle vous voulez l'aborder, si c'est thérapeutique, si c'est rééducatif, ou bien si c'est pédagogique, si les compétences sont là et qu'il suffit de mettre en place ces compétences-là. Dans les troubles du spectre autistique, on retrouve des profils qui sont très variés, avec des développements qui peuvent être très hétérogènes, notamment dans les compétences. Pour moi, et dans les recherches que j'ai pu réaliser, j'ai bien vu l'importance de revenir à cette brique commune qui est la compétence pour personnaliser un maximum l'accompagnement. Même si on va mettre en place des choses spécifiques au TSA, de parler par cette compétence va permettre d'englober, de vraiment unifier l'équipe autour de la personne pour cet accompagnement. On va pouvoir identifier les forces, les compétences sur lesquelles s'appuyer, mais également les faiblesses qu'on va devoir venir soit développer ou amener des aides pour compenser, pour atteindre enfin une autonomie. Votre évaluation la plus juste que vous pouvez avoir dans vos bagages va permettre justement d'amener cette précision au niveau du TSA. Finalement, la ZPD, c'est un concept théorique qui va venir nous aider à mieux comprendre où en est la personne et comment l'accompagner au plus proche de ses besoins. C'est un concept pour appuyer votre travail au quotidien. Je pense que dans tout ce que je vous ai raconté, il y a déjà plein de choses que vous connaissez, que vous effectuez sûrement déjà. Mais ça peut vous permettre justement de justifier ou d'expliquer ce que vous faites, ce que vous défendez, pour sa pertinence dans l'accompagnement des personnes présentant un TSA. Je vous remercie de votre attention. Je vais regarder si dans le chat, il y a des questions que j'aurais manquées et n'hésitez surtout pas à me poser toutes vos questions. Alors, j'en vois une. Mon arrivée en France, j'ai été choquée par la méconnaissance de l'autisme en France, plus connaissance qui date d'il y a 30 ans. Quelque chose à dire. Je ne saurais que vous dire, à moins que les choses modifient, les choses évoluent. Justement, on a des webinaires qui permettent aussi aux professionnels d'échanger entre eux et de continuer d'avancer et d'évoluer dans ce sens. La zone proximale de développement, c'est un concept, par exemple, qui est très utilisé au Canada et qui commence à s'implanter en France également. Donc, on continue de se remettre à jour et d'avancer dans ces recherches. Alors, Oriane a dit « Il y a la lenteur que je dirais saine car elle permet de ne pas foncer et de pouvoir prendre le temps de bien réfléchir, prendre du recul. Mais aussi la lenteur plus problématique qui empêche le bon échange et le démarrage d'un projet bien ficelé. » En effet, c'est ce que j'expliquais au tout début, c'est qu'il y a toujours une phase un peu de tâtonnement où il est essentiel justement de ne pas se précipiter. Parce que si on décide tout de suite de mettre en place des éléments, sans tenir compte des différentes évaluations, des différents bilans, c'est ce que j'expliquais, on va pouvoir peut-être augmenter l'hétérogénéité dans les compétences et amener finalement plus de troubles que de bienfaits. Alors, la ZPD s'inscrit-elle dans une grille d'évaluation spécifique ou est-ce seulement un concept large? Je ne suis pas sûre qu'il existe de grille spécifique d'évaluation. On est vraiment sur un concept très théorique qui doit être mis en lien avec les différents niveaux de développement. C'est ce que j'ai du coup réalisé chez Juggle dans mon entreprise. C'est de mettre en lien justement toutes les étapes nécessaires pour le développement de l'enfant, de la personne et le développement des compétences, qui permet avec un système de prérequis, c'est-à-dire on développe telle aptitude, puis une autre, qui permet finalement par une évaluation précise de cerner et d'indiquer tout de suite quels sont les éléments qui peuvent entrer dans la ZPD. Elle peut s'adapter à d'autres troubles, en effet. Ce n'est pas un concept qui est spécifique aux troubles du neurodéveloppement. Au contraire, c'est un concept à la base qui est
qui a été construit autour du développement normal de l'enfant, notamment dans les milieux scolaires. On s'était rendu compte que certains enfants développaient des compétences scolaires dans les mathématiques plus rapidement que dans tout ce qui était compétences littéraires. Donc on est vraiment sur un concept qui peut s'adapter à tout, à tous. Que ce soit donc dans les troubles ou sans troubles, que ce soit des enfants, des adolescents, ou même des adultes. On peut retrouver cette zone proximale de développement même lorsqu'on fait des formations, nous, en tant que professionnels, pour se remettre à niveau. Alors, des solutions ainsi que des ressources pour les enfants et adultes porteurs de TSA, avez-vous des listes ou tout autre doc qui pourrait aider ces aidants? Je reviendrai vers vous, Charlotte, si j'ai plus d'éléments. On pourra également en indiquer dans l'e-book que nous publierons ensuite en lien avec ce webinaire. Alors, Delphine Hilaire qui me demande si c'est à l'opposé de SACAD. Je ne pourrais vous répondre. Je ne suis pas formée à SACAD. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, donc je ne préfère pas vous dire de bêtises. Et cette grille ZPD peut être donc achetée pour s'y référer. Alors en effet, il est intégré à l'outil méthode que l'entreprise Juggle vend. Donc si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur la façon de définir cette ZPD et la façon dont elle se représente, je vous invite à nous contacter pour avoir plus d'informations à ce sujet. Je ne pense pas qu'elle soit adaptable au TDAH, par exemple, sauf si déficience peut-être. Comme c'est un trouble attentionnel, on peut aussi avoir quelques éléments qui reprennent, même si là, on sera du coup peut-être plutôt sur de la thérapie avant d'être vraiment sur un côté éducatif, mais je ne vois pas pourquoi elle pourrait bloquer, à moins qu'il n'y ait vraiment pas de retard dans le développement. Est-ce qu'il reste des questions? Alors, on va vous transmettre une petite enquête, un petit sondage pour que vous puissiez nous indiquer ce que vous avez pensé de ce webinaire et comment on peut améliorer pour les prochaines fois ou adapter en fonction de vos besoins. Donc, si vous pouviez répondre, ça nous donnerait beaucoup d'informations. Merci beaucoup, Marie-Annick, pour cette réponse. Je vous remercie en tout cas pour ces différents échanges qui étaient très constructifs et j'espère vous retrouver rapidement pour la suite. N'hésitez pas, si vous voulez nous contacter, vous avez notre adresse mail, nous restons à votre disposition pour plus d'échanges. Merci à vous, bonne journée.